Netflix, Canal+, Prime Video, Salto, Disney+. Les plateformes SVOD se multiplient mais rien ne change. Vous vous demandez toujours quoi regarder ? Télé Loisirs vient à votre rescousse chaque semaine dans À la demande, le podcast qui vous permettra de lancer le bouton play en toute sérénité. Bonjour à tous et merci d'écouter À la demande, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré à toutes les plateformes SVOD. Je suis Émilie Meunier et cette semaine, on va parler Casa de Papel. Et oui, la série qui a rendu accro plusieurs millions de spectateurs touche à sa fin avec la diffusion de la saison 5, partie 2, ce vendredi 3 décembre sur Netflix. Et pour parler des célèbres braqueurs de la Banque d'Espagne, j'ai avec moi aujourd'hui deux invités à qui la célèbre combinaison rouge irait à ravir, les journalistes Émilie Léoni et Thomas Robert. Coucou tous les deux. Salut les Émilie. Hola, ¿qué tal? Muy bien, et tú? Muy bien, vamos. En fin d'émission, c'est l'acteur et humoriste Kev Adams, bientôt à l'affiche de la comédie Haters sur Prime Video, qui vous révélera son dernier coup de cœur SVOD. Avant de sonner les adieux avec le professeur et sa bande, toujours pas prête à se rendre aux autorités, on va parler de la première partie de la saison 5, qui comptait 5 épisodes, principalement explosifs, on peut le dire. Il est possible que ce soit la dernière fois que je vous parle. Ils sont entre nos mains. Capitaine, je fais venir des militaires. Le genre dur de dur, la victoire ou la mort. Dis-lui au revoir. C'est le dernier combat, Nounours. Force et courage. Allez-y! Nous, les voleurs, sommes les vrais gardiens de la liberté. Et si un jour, on doit en payer le prix en échange, on paye ce prix. Alors si la série Phénomène espagnol d'Alex Pina a choisi de tirer sa révérence en deux temps, cette mise en bouche de l'ultime aventure de Tokyo, Lisbonne, Denver ou bien Rio a-t-elle convaincu les fans ? Des lecteurs de Télé Loisirs ont souhaité prendre la parole pour donner leur avis sur ce début de saison 5. 5 épisodes, 5 épisodes de fusil, rafale, tir, grenade, aucune histoire. J'ai adoré, je suis depuis la saison 1 et vraiment j'ai jamais été déçue. J'ai pleuré à chaque fois qu'il y a eu des décès. J'ai vraiment trouvé que c'était une saison qui était incroyable. Enfin, elle a vraiment été explosive. Et c'est vrai qu'il y avait énormément d'action. Mais en même temps, il n'y avait pas que de l'action. Enfin, il y avait aussi des scènes touchantes. Enfin, il y avait vraiment de tout. Franchement, la Casa de Papel est incroyable. Elle est incroyable. Mais dans la saison 5, c'est un peu de déception. Un peu trop de facilité scénaristique, je trouve. Il y a des scènes plus que émouvantes. Il y a des scènes pleines de fiction, de suspense et sincèrement, c'est une série magnifique à laquelle j'ai accroché dès le premier épisode. En vrai, ça sort totalement des saisons précédentes où c'était vraiment tourné vers le braquage. Là, j'avais vraiment l'impression de voir en fait une série de guerre. Rien du tout. Tout ce qui est braquage ou autre a été totalement mis de côté. C'était de la guerre pure et dure entre des gentils qui sont les braqueurs et des méchants qui sont l'armée. Je trouvais ça énorme. Explosif, ça s'arrête pas. À partir du moment où les premières balles sont lancées, ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas une seule fois où on a du répit, nos yeux vont partout, on ne sait même plus regarder. C'est vraiment ma série préférée. J'ai beaucoup aimé le suspense, les explosions, les effets. Franchement, ils se sont vraiment c'est de mieux en mieux. C'est une super série. On est vraiment aux aguets à attendre ce qui va se passer. J'ai hâte de voir la suite à partir du 3 décembre. Mais c'est vraiment la best série ever. Et vous, Émilie et Thomas, convaincus ou pas de cette saison 5, partie 1 ? Comme je l'avais dit dans la précédente émission sur cette partie 1, je suis plutôt mitigé après avoir vu ces 5 épisodes. Et pourtant, vous savez comme j'aime les séries espagnoles. Pour moi, la série elle est totalement sortie de son contexte. Ce n'est même plus une série de braquage ou de tentative de sortie de cette banque d'Espagne. Mais là, c'était la guerre entre les gentils braqueurs et les méchants. On sent qu'ils ont eu un énorme budget, c'est Netflix, pour ce final. Ils nous ont sorti l'artillerie lourde, avec des bazookas, des lance-flammes, des grenades. Ça explose dans tous les sens. Pour moi, c'est devenu vraiment n'importe quoi. Et je trouve qu'il y a trop de flashbacks dans ce début de saison et qui nous intéressent pas forcément. Par exemple, Berlin et son fils Raphaël. On sait qu'ils vont avoir une importance dans la suite, mais laquelle, je ne sais pas encore. Et après, j'ai pas trouvé ça très intéressant aussi, Tokyo avec son ex, qui est certes très sexy, mais à mon sens, totalement inutile.
Ouais, je suis pas aussi catégorique que toi, Thomas, même si, oui, je le reconnais, tu sais pas trop où ils veulent nous amener avec les intrigues secondaires, Berlin, son fils, à part remettre l'accent sur lui, en fait, au final, puisqu'il est quand même mort depuis 4 saisons, hein, quand même. Et oui, ça défouraille trop vite, ça défouraille trop fort, c'est pas toujours crédible. Enfin, moi, j'ai pas un bazooka à côté de chez moi aussi facilement, hein. En même temps, la crédibilité dans la Casa de Papel, depuis la saison 1, c'est un petit peu... Ouais. Là, c'est trop. Ouais, après là, tu vois, ce que je me suis dit, alors oui, c'est énorme, mais on leur envoie quand même l'armée. Donc tu te dis qu'ils sont quand même contraints d'aller à la guerre, d'aller au front. Et c'est pourquoi ça pète. Nous sommes en guerre. Et c'est pourquoi ça pète dans tous les sens. Moi, ce que je regrette, par contre, c'est que dans cette première partie, le dosage action-émotion, qui finalement a toujours fait partie du succès de la série. Tu voyais, dans les moments de grande tension, il y avait toujours un petit peu d'humour, un peu d'émotion, les sentiments, etc. Bah là, c'est pas trop présent, sauf à la fin, hein, avec, on peut le spoiler maintenant, la mort de Tokyo. Donc j'espère vraiment que ce sera le cas dans la partie finale, la fin, qu'on va pouvoir sortir les mouchoirs. Quand on est enfermé depuis plus de 100 heures, qu'on a risqué sa vie, failli mourir, et qu'on a perdu sa meilleure amie, ces 100 heures paraissent durer 100 ans. Échec et mat. Et par contre, voilà, là où je mets mon bémol, c'est que à l'inverse, moi, ce qui m'a plu, c'est autour du professeur. C'est-à-dire que enfin, il est mis en réelle difficulté. Enfin, il galère face à l'inspecteur Alicia Sierra, et c'est la première fois que qu'il a pas son plan B, en fait. Il a toujours un coup d'avance. Là, il l'a pas, en fait. Et moi, c'est ce que j'ai aimé. Et j'espère vraiment qu'il va nous surprendre encore, voir qu'il va ressortir un petit peu de derrière ses ordis comme il a pu le faire par le passé et mouiller un peu la chemise. Mais ne t'inquiète pas, Émilie, parce que dans la bande-annonce de cette dernière partie, on le voit, il débarque dans la Banque d'Espagne, donc il va aller rejoindre les braqueurs. Ah, mais trop bien. Le cerveau sera à l'intérieur. Yes. Je sais, Émilie, que tu as un petit faible pour El Professor. Tout à fait. Et justement, tu parlais de la mort de Tokyo, qui a clairement été le gros événement de cette première partie de la saison 5. Alors, c'est un événement qui a clairement marqué les lecteurs de Télé Loisirs. On les écoute. Très choquée de la fin, la mort de Tokyo, qui n'était absolument pas prévue. On s'y attendait pas. Du coup, ça fait mal, c'était triste. La mort de Tokyo, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Un peu déçu par la fin parce que bon, c'est vrai qu'on est quand même attaché à Tokyo, on apprécie énormément Tokyo depuis la première saison. Franchement, j'ai pleuré, mais ça aurait pas dû se terminer comme ça. Elle méritait de mourir, mais pas comme ça, franchement. La mort de Tokyo, c'est... Non, ça va pas du tout là, ça va pas... On n'aurait jamais dû la faire mourir. Mais fallait pas faire mourir Tokyo en fait. Non, c'est pas possible, c'est... Mais non, c'est un rêve, c'est pas possible. Non, j'ai pas les mots. Je suis désolée, je suis pas contente là en fait. De toute façon, elle parle dans l'histoire. Elle peut pas mourir, c'est elle qui raconte l'histoire. Donc si elle meurt, elle peut plus raconter l'histoire, c'est qu'elle est encore vivante. Mais ne la faites pas mourir, je suis désolée, mais non. Je vais pleurer. Je comprends pas les gens qui ont le seum pour la mort de Tokyo, parce qu'elle est insupportable depuis le début de la série. Elle est insupportable de A à Z. C'est pas une grosse perte, on va dire. Ce sera plus pareil sans Tokyo, parce que c'est une de mes personnages préférés. La Casa de Papel sans Tokyo, c'est pas la Casa de Papel. La Casa de Papel sans Tokyo, ce n'est pas la Casa des Papel. Et oui, les fans sont nombreux à ne pas être ravis de cette mort soudaine, et pourtant, il va bien falloir s'y faire, et certainement faire face à d'autres au revoir déchirants dans la seconde et dernière partie de la saison 5. Justement, Émilie, Thomas, on peut s'attendre à quoi pour ce dénouement? À votre avis, qui va passer l'arme à gauche? Qui va se rendre? Ou repartir avec le fameux jackpot? En bref, vous en attendez quoi au juste de cette fin de Casa des Papel? Vous savez que j'aime les happy end, alors très naïvement, j'espère que tout le monde va s'en sortir. Mais je doute que ça se réalise. J'ai très peur, moi, de qui va mourir. J'espère pas le professeur, hein, quand même. Non, on ne peut pas. Je peux vous donner une information par rapport à Arturo, qui était très mal à la fin de cette première partie. Il était envoyé à l'hôpital. Et Arturo, on ne saura pas ce qui se passe pour lui, parce qu'il n'est pas présent dans cette deuxième partie. Son personnage a été totalement éliminé de ce qui avait été écrit, à la grande déception de l'acteur. Grave. Ouais.
Et pour revenir à mon propos, donc j'espère une happy end, mais j'en doute. Et j'espère qu'on va découvrir comment ils vont sortir toute cette or, parce que c'était l'objectif de base. On l'oublie cette or à la base. Hein. Nous sommes peut-être dos au mur. Mais putain, nous ne sommes pas encore morts. Tout ce que je veux, moi, voilà, c'est une fin qui soit belle. C'est une fin qui soit belle et ce soit une vraie fin, pas quelque chose d'un peu mollasson qui laisse entrevoir un possible retour dans 2, 3, 4 ans quand il faudra réinjecter un petit peu de sous. Et voilà. Donc, moi, à l'inverse de Thomas, j'ai pas envie d'un happy end. Après, s'il devait en rester qu'un, voire 2, j'avoue, j'aimerais bien que le professeur et Helsinki ne périssent pas. Voilà. Moi, j'étais pas bien là quand il s'est retrouvé en difficulté, Helsinki, dans la première partie de la saison. Voilà, c'est un peu mes deux chouchous. Mais après, voilà, tout ce qui est important pour moi, c'est que je veux que ce soit une vraie fin. Je veux un truc en apothéose, surtout dans l'émotion. Et j'ai aussi envie de vous demander à tous les deux, à l'approche du final, qu'est-ce que vous retiendrez vraiment de cette série ? Est-ce que la Casa de Papel en a influencé d'autres ? Moi, je retiens qu'avec la Casa de Papel, on a pu jouer virtuellement aux gendarmes, aux voleurs, comme on faisait quand on était petit. Et aussi que la Casa de Papel a ouvert sur Netflix un nombre important de séries espagnoles. Et aussi, on a pu découvrir des nouveaux acteurs qu'on ne connaissait pas, comme Alvaro Morte, dont Émilie, tu es fan, ou Ursula Corbero, et qu'on va suivre avec attention, je pense. Pour moi, c'est aussi une série qui a dépassé vraiment le cadre du simple divertissement. Les personnages, le masque de Dali, l'hymne Bella Ciao, ils ont été repris dans plein de manifestations dans le monde entier. C'est devenu des symboles de résistance, de lutte contre les inégalités sociales, un symbole d'anticonformiste, et je trouve ça vachement fort en fait. Et je trouve ça beau presque. Et la Casa de Papel a forcément influé Squid Game, hein, dans la tenue de la combinaison rouge et réutilisée dans la série. Il y a certains codes de la Casa de Papel qu'on retrouve dans Squid Game. Et la boucle sera bouclée, puisqu'il y a une version coréenne de la Casa de Papel qui va être tournée en 2022, avec un acteur de Squid Game qui va jouer Berlin. Pour résumer, et parce qu'on a tous commencé le visionnage d'au moins un épisode, oui, ne faites pas genre, et qu'on a tous cédé au phénomène Casa de Papel, on ne saurait que vous conseiller d'aller jusqu'au bout de ce braquage pour vous faire votre propre opinion sur ce point final très attendu. Alors rappelons que les ultimes épisodes, soit la saison 5, partie 2 de la série, débarquent ce 3 décembre sur Netflix. Place à présent à notre guest, l'acteur et humoriste Kev Adams, tête d'affiche de la comédie Haters, disponible ce 3 décembre sur Amazon Prime Video, vous révèle son dernier coup de cœur SVOD pour la série La Roue du Temps sur Prime Video. Écoute, j'aime beaucoup la nouvelle série d'Amazon Prime, pour le coup, qui s'appelle La Roue du Temps, qui est vraiment, vraiment bien. La roue du temps tourne. Et les âges naissent et meurent, laissant des souvenirs destinés à devenir légende. C'est une sorte de Game of Thrones, encore plus rythmé, encore plus stylé, avec une sorte de quête de qui sera le prochain élu. Et j'avoue que j'ai regardé les 2 premiers épisodes de la saison 1 et je conseille, c'est plutôt très très stylé et très bien fait. Voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous soutenir en likant et commentant l'épisode sur les réseaux sociaux. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'À la demande. Merci Émilie, merci Thomas et surtout merci aux lecteurs de Télé Loisirs d'avoir répondu présent pour cet épisode spécial Casa de Papel. Merci à vous. Merci à toi, Émilie. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast.